Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Le président de la République était de nouveau face à la presse ce dimanche. Sans détour, professeur Alpha Condé a abordé avec les hommes de médias tous les sujets liés à la vie nationale. Une démarche qui rassure le quatrième pouvoir dans sa quête d'informations saines et objectives. La synthèse de la rencontre avec Ibrahima Keita. C'est un président de la République détendu qui était face à la presse ce dimanche. Dans un exposé liminaire, le chef de l'État a tout d'abord donné des précisions sur la mise en œuvre des résultats de la COP21. Nommé par l'Union africaine comme président chargé des énergies renouvelables, professeur Alpha Condé a informé les journalistes présents sur les défis du changement climatique avec à la clé les énergies renouvelables et les nouvelles technologies. En plus de toutes les promesses, 3 milliards seraient disponibles pour accompagner l'Afrique. Comme il y a des projets qui sont déjà prêts d'énergie renouvelable, il serait bien que ces 3 milliards soient affectés directement à ces projets. Le président du Sénégal, Macky Sall et moi, on s'est concerté et nous avons dit que dans le cadre de l'OMVS, nous nous sommes intéressés au financement du barrage de Koukountamba parce que là, les études sont finies, on a lancé l'appel d'offres, donc c'est un projet qui peut démarrer tout de suite. Et de voir aussi au niveau des autres régions quels sont les projets pour démarrer. L'Union africaine m'a désigné comme président chargé de l'énergie renouvelable. Parce que si on veut réellement que l'Afrique au sud du Sahara ne soit pas désavantagée, il faut que nous nous mobilisions. Parlant du secteur agricole qui est une priorité du gouvernement, le chef de l'État, après la construction d'une usine d'engrais à Conakry, veut faire de l'agriculture le moteur de la croissance du pays. Nous allons mettre la semaine prochaine 500 tonnes de graines d'anacardier pour faire 200 000 hectares dans 17 préfectures. Actuellement, nous ne faisons que 45 000 hectares, alors que nous pouvons faire beaucoup. Donc, nous allons acheter les grains, les conditionner et mettre à disposition des paysans. Et ensuite, l'encadrement. Et l'année prochaine, on fera encore 200 000 tonnes. Nous avons pris des décisions, le prix qu'on paye à l'anacardier en Côte d'Ivoire, parce que ça allait en Côte d'Ivoire, notre pays ici, et désormais, personne ne pourra exploiter l'anacardier en dehors du port de Conakry. Et tout ce qui est port doit ramener des devises. Ils achètent en francs guinéens, donc s'ils exploitent, ils doivent ramener des devises et on les rembourse en francs guinéens. Nous allons aussi organiser ce qui concerne le café cacao. N'importe qui ne pourra plus acheter, il faut être agréé. Donc désormais, le café et le cacao sont exportés par le port de Conakry. Tout camion qu'on saisira de café, de cacao ou d'anacardier, non seulement on vendra le produit aux enchères, mais on vendra le camion aussi. Dans la même lancée et après l'organisation de la journée du paysan, professeur Alpha Condé tient à mieux organiser l'orpaillage et l'élevage à travers l'organisation des journées de l'orpaillage à Cancan et celle des éleveurs. Le secteur de l'énergie avec les projets en cours ont été aussi évoqués. Nous sommes déterminés à faire le maximum de barrages, soit directement par l'État comme soit petit, soit par des privés comme certaines sociétés, entreprises turques vont le faire. Ils font des barrages et ils vendent. Et nous, on garantit l'achat par la société d'électricité, soit dans le cadre de l'OMVS, comme le barrage de Koukountamba à Tougué, qui va permettre donc de fournir le courant. Donc, non seulement nous voulons le courant domestique, industriel, mais transformer nos matières premières, par exemple la bauxite en alumine, mais aussi être exportateur d'énergie. Parlant du secteur minier, professeur Alpha Condé a mis l'accent sur les potentialités de la Guinée et malgré le chef de l'État a déploré le niveau d'exportation de la bauxite. Déjà, dans le secteur minier, 800 permis ont été récupérés au profit de l'État. Au cours de cette conférence de presse, aucune question n'a été occultée et le chef de l'État s'est donné à cœur joie, sans hésitation. Surtout, la question concernant les relations entre le syndicat et le gouvernement. Nous, on n'a aucun problème avec les syndicats. Nous avons signé une plateforme avec les syndicats que nous respectons. Et on a signé une plateforme avec les syndicats et le gouvernement va respecter cette plateforme. Les crédits de fonctionnement de deux caisses ont été débloqués, INAMO et CNPSA. C'était un des engagements. Deuxièmement, on a ordonné la levée de tous les barrages non conventionnels et les mesures contre les raquettes. Ça continue. J'ai prévenu le ministre de l'Intérieur et le chef d'état-major. Les bureaux rouges n'ont rien à faire dans les barrages. Les militaires n'ont rien à faire dans les barrages. C'est les gendarmes et les policiers. Mais il y a des barrages qui doivent être maintenus parce que c'est pour la sécurité même caca. Mais j'ai prévenu, tout gendarme qui sera pris en train de raqueter sera rayé des rangs de la gendarmerie ou de la police. Et tout bureau rouge qui sera pris sera rayé.
Donc on va mettre des mesures strictes pour que l'engagement qu'on a pris avec les syndicats de mettre fin au barrage non conventionnel, pour que ça soit effectivement appliqué. Ça, c'est un autre engagement. Et on a dit que la question du carburant sera discutée au sein de la commission de dialogue avec les ministres concernés, conformément à ce qui a été mentionné dans le protocole. Les syndicats nous ont fait prendre l'engagement. Dans le protocole, il est dit, les parties conviennent de maintenir le prix du litre de carburant à son niveau actuel. Par ailleurs, elles conviennent que si le prix du baril venait à augmenter, le prix à la pompe en Guinée continuera à être maintenu au prix de 8 000 jusqu'en décembre 2016. Et ensuite, nous avons été d'accord avec les syndicats que nous devons respecter les conditions du Fonds monétaire jusqu'à la 8e revue. Quand le Premier ministre a parlé, il a parlé des démagogues, des hommes politiques qui ont été incapables d'avoir le programme et qui disent on va faire ville morte pour la baisse du carburant. Les syndicats, c'est leur droit de revendiquer, même s'ils agissent, c'est leur droit. Cette première conférence de presse au compte de l'année 2016 du président de la République, professeur Alpha Condé, a permis aux hommes de médias présents d'avoir de la matière à exploiter. Des questions de l'heure touchant le développement économique du pays, mais aussi de l'Afrique, ont été abordées au cours de cette conférence de presse animée par le président de la République ce dimanche. Les journalistes présents se disent satisfaits de la sortie présidentielle. Les propos sont recueillis par Habib Thiam. Le chef de l'État, il s'est beaucoup appesanti sur, ces 2 derniers voyages, ces voyages qu'il a effectués au nom de ses pairs, de l'Union africaine par rapport à la COP21, mais aussi ses coopérations avec, le Rwanda en matière justement d'environnement. Donc, Monsieur le Président s'est prêté à toutes les questions et il semblait vraiment très à l'aise en répondant aux questions des journalistes. Aujourd'hui, on a compris réellement la détermination que le chef de l'État a pour les journalistes et l'information qui doit être donnée à la population guinéenne. Il faut retenir que le chef de l'État a dit, et il a martelé, je peux même le considérer ainsi, qu'il travaille pour le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, c'est une opportunité de comprendre que nous avons besoin d'avoir beaucoup d'informations. C'est la remarque fondamentale du chef de l'État. Avant de poser les questions, les journalistes doivent faire l'investigation sur le terrain. En d'autres termes, le gouvernement aussi communique peu. Alors le président nous a donné cette opportunité d'avoir le maximum d'informations. Sur les questions d'actualité, je crois que chacun a été édifié et la position de la Guinée est claire sur certaines questions. Le président a le souci de partager avec sa population. Il vient de faire un tour au Rwanda et en Gambie, des efforts pour l'image de la Guinée, des efforts pour la grandeur de la Guinée, des efforts pour une présence responsable de la Guinée dans le monde. Et c'est ce qu'il est venu faire partager avec la presse nationale et donc avec la population. Il envisage des solutions et il a espoir d'atteindre les performances attendues. Nous revenons sur la visite du président de la République à Banjul. Professeur Alpha Condé est allé échanger avec son homologue gambien sur le différend entre le Sénégal et la Gambie. Ce froid diplomatique ferait suite à l'augmentation par le président Yaya Jammeh des taxes de passage. On en sait plus avec Sanassi Keita. Il est 7h30, l'heure à laquelle l'avion transportant le président de la République a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Banjul. Ici, professeur Alpha Condé est accueilli par son homologue gambien, Yaya Jammeh.
président de la République qui était à Kigali pour prendre part au 26e Forum économique mondial sur l'Afrique arrive dans cette capitale gambienne pour s'impliquer activement dans le conflit qui persiste depuis maintenant près de 3 mois entre le Sénégal et la Gambie. Ce froid diplomatique fait suite à la décision du président Yahya Jammeh d'augmenter les taxes de passage. Et présentement, toutes les frontières entre les deux États sont fermées et les activités économiques au ralenti. Seuls les piétons peuvent traverser. Aucun produit ne transite aux différents points de contrôle des deux États. Avec cette tension qui monte entre Dakar et Banjul, le chef de l'État rencontre les deux présidents. Ici à Banjul, Professeur Alpha Condé n'a pas manqué d'expliquer clairement au président de la République islamique de Gambie la nécessité de tourner définitivement la page du différend qui existe entre lui et son voisin direct, le président Macky Sall. Déjà à Kigali, dans la capitale rwandaise, le président de la République, Professeur Alpha Condé, s'était entretenu avec le président Macky Sall sur ce même sujet en vue de trouver un terrain d'entente. Après donc cet entretien de plus de 4 heures avec le président Yahya Jammeh, Professeur Alpha Condé rassure. Les relations sont très bonnes, mais nous allons faire en sorte de renforcer davantage d'abord temps familial. Il ne faut pas oublier que la première dame de la Gambie est guinéenne. Donc autant nous sommes chez nous en Gambie que les Gambiens chez eux en Guinée. Mais nous allons œuvrer, mon frère et moi, à renforcer nos relations. Cette fois, je suis passé rapidement à cause du petit différend entre la Gambie et le Sénégal qui pose beaucoup de désagréments aux populations, surtout avant le mois de carême. Mais j'ai promis à mon frère de venir en visite officielle le 2 pour que maintenant, puisque cette fois c'est pour discuter de la situation avec le Sénégal, donc le 2 je vais venir pour discuter de nos relations et comment renforcer encore davantage les relations entre nos deux pays. Parce que vous savez, il y a beaucoup de Guinéens en Gambie et de Gambiens en Guinée. Donc je viendrai en visite officielle pour que maintenant nous pensions surtout sur les questions bilatérales. Et je remercie beaucoup le président parce que je sais que ce n'était pas facile, mais il a accepté d'envoyer une délégation au Sénégal afin de résoudre ce problème pour que les populations souffrent moins, surtout que bientôt on va être au mois de carême et nous sommes des très grands musulmans. Pour le président Yahya Jammeh, le Sénégal et la Gambie sont deux nations qui partagent les mêmes frontières, la même culture, bref, les mêmes valeurs. Il y a plusieurs milliers de Gambiens qui vivent au Sénégal et plusieurs milliers de Sénégalais en Gambie. Donc, nous sommes un même peuple. Et l'implication aujourd'hui du président Alpha Condé dans ces conflits est un signal fort pour moi, pour nous d'ailleurs. Je considère aujourd'hui que le problème est résolu, parce que tout simplement, ces conseils sont tombés dans de bonnes oreilles. Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique de Gambie et du Sénégal se rencontreront les jours à venir à Dakar pour tenter de mettre définitivement fin à ces conflits qui pèsent durement sur les échanges transfrontaliers des deux États. Et cela grâce notamment à l'implication du président de la République, Professeur Alpha Condé, qui prend son vol pour Conakry. La communauté guinéenne vivant à Banjul s'est fortement mobilisée pour accueillir le président de la République. À cette occasion, Professeur Alpha Condé a eu droit à un bain de foule. Retrouvons Sanassi Keita. À Banjul, pour résoudre le conflit entre le Sénégal et la Gambie, le président de la République a eu droit à un bain de foule de la communauté guinéenne. Une communauté fortement mobilisée à soutenir surtout les idéaux du chef de l'État. À cette communauté guinéenne de Banjul, Professeur Alpha Condé explique clairement les raisons de sa présence en terre gambienne. Nous on a un VG. Bon, courant c'est des poteaux, ça fait qu'il fait Conakry, ça fait Gambie, qu'il fait Conakry, ça fait Sénégal, qu'il fait Conakry, ça fait Guinée, mais ça n'a pas vraiment joint. Mais il faut l'encourager, on va le voir. À nos billes, tout, à moi, il faut rater, tenant, vraiment, rater mon âme, de bon,
donc nous avons volé pour la terre à la fin prisonnier gay parce que comme ça nous on tolom pas pour un bien dans la rabini là-bas parce que à ce moment-là il préfère mener tour à ce moment-là il préfère mener tour parce que la frontière est balangée c'est pas bon il préfère mener tour mais là-bas il y a un ministre de la sécurité nous m'a dit pas mal parce que nous venons dans Kigali donc on va appeler des parce que la population dans tour bien avec parce que va oublier ministre maintenant et Songari déjà comment alors des femmes à la noix de ce président Balati donc il y a pas mal de deux qui après nous venons se attaquer on va pas bien. Cette nouvelle, qui se situe dans l'optique de résoudre le différend entre Dakar et Banjul, est bien accueillie par ces Guinéens et augure surtout de belles perspectives de renforcement des liens séculaires qui unissent depuis des lustres ces deux peuples. Des liens tissés par l'histoire et la géographie. Audience à la primature, le Premier ministre Mamadi Youla s'est entretenu avec les responsables de la société Veolia. Les discussions ont porté sur l'installation prochaine des compteurs à prépaiement à Conakry. La synthèse de la rencontre avec Adi Kamara. C'est une société française Veolia Environnement qui évolue dans le secteur de l'énergie électrique. La relance des activités de EDG avec l'installation des compteurs prépayés est la toile de fond de cette rencontre avec le Premier ministre chef du gouvernement. Cette expertise s'inscrit dans le cadre du contrat qui a été signé il y a maintenant plus d'un an avec la Banque mondiale. C'est un travail de grande ampleur qui demande de la méthode, beaucoup de détermination, de l'expertise, de la compétence. Et c'était cela dont on voulait parler ce matin avec le Premier ministre pour qu'il ait un exposé clair des choses, qu'on identifie bien également les problèmes sur lesquels on butait encore, et il y en a, et définir ensemble les voies, les moyens, une procédure pour avancer, de manière à ce que, au terme d'une période de plusieurs années, on puisse avoir un secteur de l'énergie qui soit vraiment reconstitué dans l'intérêt de la Guinée, des Guinéennes, des Guinéens, mais aussi de la sous-région. Nous sommes donc présents à la société EDG en conseil depuis maintenant une période de près de 6 mois. Les premiers constats commencent effectivement à faire jour. On en est au début. Cette synthèse n'est pas encore totalement conclue, mais je souhaitais, profitant de mon passage ici à Conakry, présenter les premières conclusions à Monsieur le Premier ministre et à Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. C'est ce que nous venons de faire et j'ai trouvé une véritable disponibilité à l'écoute et en même temps à l'encouragement des premiers travaux qui ont été faits. Tout cela, bien évidemment, dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des consommateurs. La Guinée veut aller loin dans l'exécution de ce projet électrique pour le bonheur de la population guinéenne. Il faudrait s'arrêter, regarder ce qui est fait, faire le constat pour pouvoir prendre un nouveau départ qui va permettre de redresser complètement EDG. Il faudrait que les populations comprennent que les compteurs à prépaiement ne sont pas contre qui que ce soit. C'est plutôt au bénéfice des citoyens, des clients qui ont peu de revenus. Ça peut leur permettre de gérer mieux leur consommation en énergie. Il est beaucoup plus intéressant de se facturer soi-même que de se faire facturer par un autre. Donc les compteurs à prépaiement vont leur permettre de mieux gérer le budget, leur budget par rapport à la consommation d'énergie. Alors la sensibilisation est en cours, non seulement en interne à EDG, mais sur toutes les radios, dans nos langues, pour que les populations comprennent qu'est-ce qu'on appelle un compteur à prépaiement. Après avoir écouté les uns et les autres, Mamadi Youla a rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations, surtout en matière d'accès à l'électricité et à moindre coût. Le ministère de la fonction publique éprouve des difficultés de fonctionnement. C'est ce que révèle le contenu d'un rapport intitulé « Diagnostic des faiblesses du ministère de la fonction publique ». Ce sont des experts marocains qui livrent ainsi leurs constats. Explication Baba Kouyaté. Durant une semaine, experts marocains et guinéens ont tenté de diagnostiquer le manque d'efficacité de la fonction publique guinéenne. Selon le rapport des experts, le véritable problème à l'efficacité de la réforme est dû à la qualification des ressources humaines et le manque de moyens financiers pour conduire la réforme.
Les experts marocains comptent apporter la méthode qui permettrait d'accélérer la réforme. Approcher une méthodologie intelligente qui va permettre de véhiculer les outils dont dispose le ministère de la fonction publique au niveau des autres départements ministériels pour adhérer à la réforme, pour imprégner les outils. Et là, le Maroc il est prêt à partager son expérience. Depuis 2011, d'importantes réformes ont été initiées pour faire de l'administration publique un levier de développement. Ces réformes ont été confrontées à de fortes résistances selon des spécialistes guinéens. Au sein du gouvernement, cette mission marocaine est perçue comme un espoir. C'est une mission exploratoire pour diagnostiquer les problèmes qui empêchent l'efficacité de notre département. Et à travers l'exposé des problèmes, des faiblesses, des lacunes qui caractérisent notre ministère, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement ce qu'on dit c'est vrai, le bossu ne voit pas sa bosse. La Guinée est un pays frère qui peut compter sur le Maroc pour aller dans le cadre de ces réformes. Parce que, évidemment, l'outil, la fonction publique, l'administration est une institution qui a besoin effectivement d'un soutien. Très prochainement, les experts marocains vont faire la deuxième étape de la mission en Guinée. L'étape consiste à proposer une feuille de route et de mise en œuvre du diagnostic de la réforme proposée. Il se fixe pour défi de transformer la stratégie et la vision de la réforme au sein de l'administration publique. Des ONG de défense des droits de l'homme et les membres de l'INDH, Institut national des droits de l'homme, étaient en concertation cette semaine à Conakry. Il s'agit d'une synergie d'action que les deux entités entendent entretenir en vue du respect des droits de l'homme en Guinée. Compte rendu, Tiano Maroufba, Ousmane Ba. Justice est-elle bien rendue en Guinée? C'est l'une des préoccupations des défenseurs des droits de l'homme évoluant en Guinée. Ces activistes du droit guinéen se retrouvent pour la première fois pour faire le point de la situation des droits de l'homme et envisager de nouvelles mesures. Ces acteurs préconisent la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme INIDH et des ONG de défense des droits de l'homme pour une synergie d'action. Les ONG font des efforts qui ne sont pas visibles et l'institution n'arrive pas à avoir les moyens pour aller tout seul. Alors nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y ait une synergie entre l'institution des droits de l'homme et les ONG de défense des droits de l'homme. À la suite de la réunion, nous allons nous entendre sur un certain nombre de points relatifs à la question des droits de l'homme et à partir de là, nous allons essayer de mettre en place ce cadre permanent. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui le 12 mai 2016, c'est un combat de longue haleine. C'est vrai que nous sommes au début du gué, mais nous pensons qu'avec le temps, avec la synergie d'action des organisations de défense des droits de l'homme, nous allons arriver à notre but. Au-delà des dénonciations et des condamnations des abus infligés aux citoyens lambda, ces hommes comptent innover par de nouvelles méthodes. Au cours de cette première rencontre, ces défenseurs des droits de l'homme promettent d'élargir leur champ d'action. La télévision nationale a soufflé hier 14 mai ses 39 bougies. Depuis sa création, la RTG a connu de grands journalistes mais aussi de grands techniciens, au nombre desquels Elhadj Sankoumba Doucouré, caméraman de son état. Il fait partie de la vieille garde de la télévision nationale. Ce géant de la caméra a tout donné pour le rayonnement de la lucarne joyeuse. Aujourd'hui, à la retraite, l'homme continue d'apporter sa touche aux différents programmes de la RTG. Son portrait avec Mahmoud Bari. Né à Koya il y a 68 ans, Sankoumba Doucouré est un fruit du Sili Cinéma d'alors. Cet homme, qui fait partie des tout premiers preneurs de vue de la télévision, a participé au rayonnement de la lucarne joyeuse. La caméra à l'épaule, Sankoumba Doucouré a eu sa touche dans l'évolution de la télévision guinéenne. Je n'ai pas commencé par la caméra électronique, mais plutôt avec la caméra film, à travers la vidéo 8 comme source de connaissance de cet appareil qui m'a permis, après quoi, d'accéder à l'électronique. Ainsi, j'ai beaucoup évolué au niveau de ces 8 mm, comparable au DV avec ruban. Ensuite, il y a eu les 16 mm à travers la VHS. Et enfin, les 35 mm et les 70 mm qu'on a eu à utiliser à la télévision nationale comme
instruments de travail. Alors, je signale déjà les AVR2 sont comparables aux 70 mm utilisés aux États-Unis pour les grands films. Parce que ces AVR2 sont toujours utilisés sur compresseur. Pour faire tourner les têtes, il faut un compresseur. Sinon, ce n'est pas possible. Sankouba Doucouré a fixé les grands événements au compte de la télévision, nonobstant les difficultés. Ce géant qui a côtoyé les grands hommes a accompagné plusieurs reporters. Il a aussi fixé les images pour la distraction des mélomanes. En pneumatique, ma curiosité était beaucoup plus augmentée à travers l'pneumatique qui m'a donné satisfaction au niveau des images. L'pneumatique, je peux considérer que c'est le grand-père de toutes les caméras déjà connues. C'est des caméras qui respectent aux normes de la technique. Peut-être la seule difficulté, c'est une question de poids, peut-être. Le poids ici, c'est la caméra à part et le magnéto à part, relié par un cordon pour les synchros. Ensuite naissait la bêta, que tout le monde a connue. La bêta et enfin les DV. Maintenant, le passage analogique numérique, c'est à partir des DV maintenant, nous aspirons au numérique. Aujourd'hui, à la retraite, Douk, comme l'appellent affectueusement les journalistes, continue d'exercer, car pour lui, sa vie est intimement liée à la télévision. Je vous amène maintenant à la découverte d'un fidèle téléspectateur de la télévision nationale. Il s'appelle Elhaj Mohamed Cherif Bari. Il est au rendez-vous du Grand Messe de 20h30 depuis 1980. Pour cet ancien contrôleur des postes et télécommunications, la lucarne joyeuse semble la plus crédible en matière d'information. Reportage Aziz Baldé. À quelques minutes de la grande édition de 20h30, Elhaj Cherif Bari rejoint sa place habituelle. À 68 ans, il reste l'un des inconditionnels du petit écran. Depuis plus de 30 ans, cet ancien contrôleur des postes de télécommunications suit la RTG régulièrement. À l'heure du générique, tout bruit est interdit et même les téléphones sont mis sur silence. Depuis 1980, j'aime exceptionnellement connaître les nouvelles de mon pays à travers la télévision nationale. Pour Elhaj Cherif Bari, la radiodiffusion-télévision guinéenne est le média le plus crédible. J'aime suivre la télévision parce que j'entends les décrets. Qui est nommé responsable, qui est destitué. Bon, est-ce qu'on a nommé quelqu'un qui est valable, qui peut répondre aux actions dont on attend de l'intéressé en question, ainsi de suite. En cas de coupure du courant ou lorsqu'il est absent de la maison, cet admirateur de la RTG fait recours à son poste radio pour avoir de nouvelles de son pays. Avec sa fidélité remarquable à la télévision nationale, Elhaj Cherif Bari garde encore en mémoire certaines figures qui l'ont marqué. J'aime très bien suivre la télévision, exceptionnellement. Il y a eu des grands journalistes là-bas, par exemple Hadja Aïssat Bella Diallo, que j'aime beaucoup écouter parce que sa manière de parler, d'abord, elle est très rassurante et puis compréhensible. Bon, à côté de ça, maintenant, il y a d'autres. Bon, je ne retiens plus le nom parce que, disons, je suis un peu malade. Après près de 30 minutes assis devant son petit écran, le père de famille retrouve ses petites filles et parle du quotidien et des choses de la vie. Et puis, l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis d'Amérique a adressé hier une lettre au directeur général de la RTG, Koloma, suite à la cérémonie du 39e anniversaire de la télévision nationale. Message dans lequel Mamadi Condé, ancien rédacteur en chef, ancien ministre de la Communication, a adressé ses félicitations à l'ensemble des travailleurs de la RTG. La télévision guinéenne, c'est aussi le partenariat qu'elle entretient avec les distributeurs d'images. Pour favoriser son extension, les programmes de la chaîne sont repris dans certains bouquets. Cependant, il faut s'abonner chez la plupart de ces opérateurs. Le point avec Habib Thiam. On l'appelle tantôt média d'État, tantôt média de service public. Cette double connotation traduit la vocation du médium à concilier à la fois les aspirations du gouvernement avec celles de la population. Fidèle à ce principe, la lucarne joyeuse émet depuis de longues années avec les moyens de bord. Réellement, vraiment, le signal ne donne pas bien. Avec le RTG,
tout moment, il faut changer l'antenne, faire sortir comme ça là, tourner l'antenne pour que je puisse avoir l'image. Mais je ne gagne pas très bien. Je voudrais que ça change. Les problèmes techniques constituent le maillon faible de la première chaîne de télévision publique. Le défi interpelle les autorités guinéennes. Avec l'appui des partenaires, la station s'adapte peu à peu aux exigences des téléspectateurs. Très bientôt, une antenne de 120 mètres de haut avec un émetteur de 3 kW TV sera mis en service. Et en ce temps-là, le téléspectateur, tous ses problèmes seront comblés. Il pourra capter l'émission sur Conakry sans problème. Pour combler le vide, des distributeurs privés se sont mis en place. À StarTime, le signal de la RTG est intégré depuis 2010 avec le principe de gratuité. RTG Goulouma, ça c'est pour le Guinée de nouvelles, pour le politique, pour les films, pour les matchs, pour la musique. Tout le monde y en a et toi pour le voir. Donc nous c'est gratuit toujours. Ce principe ne s'applique pas pour autant chez les autres distributeurs comme Canal+. Une différence de vue qui a ses propres fondements au ministère de la Communication. StarTime émet à partir de Conakry. Ils ont la possibilité de diffuser, de capter le signal local guinéen et de le diffuser sur leur réseau. Leur diffusion là s'arrête sur le territoire guinéen. Les autres distributeurs dont vous parlez n'utilisent pas la TNT. Ils n'ont pas un réseau local guinéen. Ils passent par TEMA. TEMA est une structure avec laquelle nous discutons et qui verse un certain montant à la Guinée pour l'utilisation du signal de la RTG sur le plan international. Donc nous ne pouvons pas leur imposer la gratuité. La télévision nationale tente de surmonter ce handicap avec la montée satellitaire. Elle pourrait bientôt se doter de son propre bouquet et accroître son audience auprès des millions de téléspectateurs. Nous parlons de la télévision nationale, mais il y a d'abord eu la radio, toute une histoire. Un parcours que je vous invite à suivre avec notre reporter Mohamed Salouba, qui nous fait découvrir le tout premier émetteur de la radiodiffusion guinéenne, situé à Sans-Fil, dans la commune de Kaloum. Nous sommes à la cité Sans-Fil de Kaloum. Sur ce périmètre ont été implantés en 1945 les tout premiers émetteurs de la radio nationale. En lieu et place des pylônes se trouve cette école dont l'une des salles recouvre les traces du pylône en ondes courtes. Technicien à la retraite, Sekoulao Diallo a servi pendant 33 ans sur le site. Là où je suis arrêté, c'était l'emplacement de l'émetteur TRT. C'est un émetteur radio qui servait d'émetteur pour la radio pendant la période coloniale. Ça couvrait toute la Basse-Côte. Je te dis, c'est informer les planteurs, les informer du mouvement des bateaux bananiers. C'était pour les informer de leur programme de dépôt de bananes au port. C'était ça. C'est pour cela qu'on appelait la station de Radio Banane. À quelques mètres de là se trouvait le second émetteur en ondes moyennes qui retransmettait les programmes de la radio au-delà des frontières guinéennes. Ici, dans la salle où nous nous trouvons là, se trouvait l'émetteur de 18 kW, ondes courtes. Cet émetteur était écouté dans toute la sous-région. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, ainsi de suite. Ça portait très loin. Et ça permettait d'ailleurs aux Guinéens de l'étranger d'écouter, d'avoir les nouvelles de la Guinée. Parce que le souci primordial du président Ahmed Sékou Touré, c'était d'informer la population. C'est pour cela qu'il y avait des émetteurs. Pour mieux élargir la zone de couverture de la radio d'État, les autorités d'alors ont fait construire d'autres centres émetteurs, dont celui de Kipé et de Sonfonia. Aujourd'hui, seul l'émetteur de Sonfonia est fonctionnel.
Les émetteurs de Kipé et de Saint-Fil, eux, ont cédé aux exigences de l'urbanisation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.